Bien, bonsoir chers amis. On vous devine, on ne vous voit pas. On vous sent, comme a dit Jean-Yves à l'instant. Alors nous sommes censés, avec notre ami Boris Cyrulnik, de vous parler de l'intelligence dans la nature. Et il y en a partout. Il y en a même dans les plantes. Metterling a écrit un bouquin qui s'appelle « L'intelligence de la nature ». Et à son époque, en 1928, il avait déjà trouvé des histoires très, très impressionnantes. Je crois que pour la ressentir, cette intelligence, on va raconter rapidement quelques courtes histoires, parce que je crois que je n'ai que le tiers du temps. Boris connaît, lui, les animaux et les hommes. Moi, je ne connais que les plantes. Par conséquent, il faut qu'on fasse un partage qui soit équitable. La première histoire, c'est celle d'un magistrat qui s'appelle M. Pouyanné et qui travaillait à Alger pendant la guerre de 14 et qui avait un hobby, c'est qu'il aimait regarder et collectionner les orchidées. C'était l'époque, vous savez, où les maîtres d'école, comme on disait à l'époque, ou les curés, ou les pharmaciens, récoltaient des plantes, faisaient des herbiers, faisaient des flores, d'ailleurs, qui ont été publiées. De nombreuses flores appartiennent à cette époque. Et Pouyanné était très intrigué parce qu'il regardait un ophrys, qui est une petite orchidée qui pousse sur des terrains calcaires, et il trouvait que cet ophrys avait une gueule de guêpe. Il ressemblait à une guêpe. En regardant de près, on voyait très bien d'ailleurs qu'un pétale était transformé en une sorte de fausse guêpe. Et alors il se demandait pourquoi diable et comment diable un pétale de cet ophrys pouvait se mettre à ressembler à une guêpe alors qu'il est de matière végétale et qu'il fait partie de la fleur et qui n'a rien à voir, au moins a priori, avec un insecte. Alors il a spéculé là-dessus longuement, longtemps. Il a étudié les travaux d'un botaniste allemand qui s'appelait Français et qui avait dit, oh bien, la plante fait ça parce que ça lui évite d'être mangée par les vaches ou par les chèvres, parce qu'elles croient voir une guêpe et elles ont peur. C'était pas idiot du tout. Il avait dit, à moins que ça soit autre chose, à moins que ça soit parce que la pseudo-guêpe, là, décourage d'autres insectes de venir brouter la fleur parce qu'ils auraient peut-être des ennuis avec la guêpe. Ce n'était pas invraisemblable non plus. Mais Pouyanné avait l'esprit très critique et il a amené une autre hypothèse. Il a dit, ce pseudo-insecte attire de vrais insectes de la même espèce ressemblante qui, lorsqu'ils atterrissent sur ce pseudo-insecte qui en fait est la fleur elle-même, croient rencontrer une femelle. Et alors, il y a une pseudo-copulation. Ils font l'amour ensemble. Et puis, comme généralement, quand on fait l'amour, on s'agite. En s'agitant, ils prennent le pollen de la fleur sur la tête. Et il a observé que les deux masses de pollen de la petite orchidée se fixaient sur la tête de l'insecte qui partait ainsi avec le pollen. Comme les insectes ont l'art de refaire souvent les mêmes erreurs, c'est en quoi ils sont différents de nous puisque nous ne faisons jamais deux fois la même erreur, l'insecte se précipite immédiatement sur un autre petit ophrys qu'il a de nouveau confondu avec une femelle. Il y retourne, il recommence à s'agiter, à copuler, et puis eh bien, les pollinies, les masses de pollen tombent, elles tombent sur la fleur, et la fleur est fécondée. Et par conséquent, l'insecte a été complètement manipulé par la fleur, puisqu'il a été sommé de lui apporter le pollen venant d'une autre fleur, parce que les fleurs ne savent pas se déplacer. Et il faut que quelqu'un leur apporte le pollen. D'habitude, c'est devant aussi les insectes. Si personne ne leur apporte du pollen, elles sont chocolat. Alors cette histoire est très intéressante parce qu'elle nous permet de prendre la main dans le sac
le grand Darwin, face à une interprétation déraisonnable ou mal raisonnée, parce qu'il avait vu ça lui aussi, puis il n'y avait rien compris du tout, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire un livre de 278 pages sur la fécondation des orchidées. Mais il avait vu le phénomène et il avait écrit que c'est curieux de faire une fleur si moche, aucun insecte n'a envie d'y aller. Ceci nous montre que le pape peut se tromper, alors que les papes se trompent, ça on le savait déjà, mais que le pape de la biologie puisse se tromper, c'était utile à savoir, vous le saurez désormais. C'est l'histoire donc de l'Ophrys de M. Pouyanné. Alors M. Pouyanné a regardé les choses de très très près et il a vu que pendant que l'insecte s'agitait sur le pseudo-insecte, sur le mime, il laissait tomber de ses spermatozoïdes sur la fleur qu'on pouvait récolter ensuite sur la fleur. Enfin, cette histoire, c'est le mime de la poupée des sex shops, c'est exactement la même histoire et ça marche de la même manière. Il y a un cran au-dessus où c'est encore plus sophistiqué. Ce sont des orchidées australiennes qui s'appellent les Dracea, parce qu'elles ont été décrites pour la première fois par Mrs. Drake, qui était une Anglaise. Et il y a 4 espèces de Dracea, et on ne savait pas comment étaient pollinisés les Dracea. Alors on a confié à mademoiselle Erickson, qui était une autre demoiselle anglaise, d'aller regarder en Australie comment les Dracea pouvaient bien être fécondés. Alors ça, c'est des temps lointains, immémoriaux, où les scientifiques trouvaient des crédits pour aller regarder comment une orchidée est fécondée, ce qui aujourd'hui, évidemment, est complètement hors de question et n'aurait pas lieu d'être, évidemment, du tout. Alors, cette Dracea, ce n'est pas une belle orchidée. Il y a une seule feuille et une seule fleur. La fleur est un peu particulière parce que la pièce qui se transforme en un pseudo-insecte, comme dans le cas précédent, elle est portée par une sorte de bâton. Elle se promène au bout d'un filament. Ce n'est pas un bâton, c'est plutôt un filament assez souple. Et donc, elle bouge quand il y a du vent. Et l'ensemble ressemble un peu à un marteau. Il y a un manche, et puis il y a ce pétale modifié en un insecte. Alors, mademoiselle Erickson a été regarder ces Dracea. Elle s'est mise à 4 pattes et elle est restée pendant 1 an et demi. Seule une vieille demoiselle anglaise qui a des chaussettes peut se mettre à 4 pattes comme ça et regarder pendant 1 an et demi un Dracea, et personne ne venait. Il ne venait jamais personne. Et elle finissait par se dire, c'est peut-être le vent qui finit par la féconder, puisque aucun insecte ne vient. Alors elle a été très très habile et très astucieuse. Elle a regardé de très très près la forme de ce pétale modifié et elle a cherché dans l'environnement des insectes qui auraient cette forme-là. Et elle a trouvé des insectes qui sont des petites guêpes de la famille des Thinidés qui ressemblaient étrangement à ce mime. Et elle s'est dit, peut-être que ces insectes-là font la pollinisation, ils vont peut-être sur la fleur, ça se passe peut-être très vite. C'était génial, cette idée. Ça se passe peut-être très vite, on n'a peut-être pas le temps de les voir. Ils y vont peut-être très rapidement. Et ça s'est confirmé, parce qu'elle a étudié comment vivent les insectes en question. Alors, il y a Monsieur Insecte et Madame Insecte. Monsieur Thinidé vit en l'air et vole. Et Madame Thinidé vit dans le sol, où elle se nourrit en suçant des larves de scarabées qui eux-mêmes se nourrissent en suçant des racines de vigne rouge. C'est pas commode de vivre dans le sol quand on est un insecte et qu'on a des ailes. Par conséquent, ces Thynidés femelles ont perdu leurs ailes. Arrive le temps des amours. Bon, les mâles ne sont pas là, les mâles sont en l'air. Et les femelles, elles sont dans le sol. Alors c'est très compliqué. Alors il faut que les femelles sortent du sol. Alors elles sortent du sol et elles montent le long d'une tige. Et elles se mettent
au sommet de la tige, il y a toujours un petit peu de vent, et elles émettent des quantités impressionnantes de phéromones, qui sont ces fameuses hormones que les insectes émettent quand ils ont besoin d'attirer un partenaire. Et alors le mâle, sentant les phéromones, il se précipite sur la femelle, qui est plus petite que lui. Il la met sous son ventre, un peu comme un missile sous un bombardier. Il copule, et il copule pendant 24 heures pétant, pendant lesquelles il est donc accroché à la femelle. Il va promener la femelle, c'est très émouvant et très beau, sur des fleurs pour que la femelle goûte au nectar des fleurs. Le vol nuptial est aussi un banquet nuptial, puisque la femelle n'a jamais fait autre chose que de sucer des larves de scarabée dans le sol. Elle ne sait pas ce que c'est que le miel, elle n'a pas le goût des fleurs, et pendant 24 heures, elle va avoir le goût des fleurs. Au bout de 24 heures, il la repose sur un brin d'herbe, et puis elle redescend, elle est fécondée, elle redescend dans le sol, et elle reprend sa vie ancienne dans le sol, et elle fait des larves, naturellement, puisqu'elle a été fécondée. Alors, nos orchidées malines ont décrypté ce système. Elles ont compris, si l'on peut dire, comment s'y prennent les thinidés, et elles se sont dit, on va faire la même chose. On va déguiser une pièce, un pétale, en une pseudo-thynidée. Et on va émettre la même phéromone. Elle fabrique par conséquent un phéromone, elle se fabrique un physique tout à fait acceptable pour un mâle thynidé, et puis elle est logée naturellement à l'extrémité de la tige qui la porte. Et alors les mâles thynidés sont feintés. Ils croient que c'est une femelle et ils foncent à toute vitesse sur la fleur, mais ils ne peuvent pas la décrocher pour la mettre sous leur ventre et pour copuler, parce que ça ne marche pas, puisque c'est une fleur qui est accrochée à sa tige. Alors il y a un choc très violent et les masses de pollen leur viennent en plein la figure par le coup du marteau, puisque ça ressemble à un marteau, comme je disais tout à l'heure. Et alors ils s'en vont bêtement avec 2 cornes, et parce qu'ils sont cocus, et les 2 cornes, ce sont les 2 masses polliniques. Et puis ils recommencent, parce que les insectes recommencent, pas comme nous, et par conséquent, ils ont réussi la fécondation de cette orchidée. Pourquoi on n'avait pas découvert le système ? Mais c'est parce qu'il n'y a pas ici une pseudo-copulation, il y a simplement un vol en piqué pour prendre la femelle, se la coller sur le ventre et la copuler, effectivement. Mais comme la femelle ne se décroche pas, puisque ce n'est pas une femelle, mais que c'est un leurre, le piqué, ça dure un quart de seconde, et il fallait toute l'attention pendant 1 an et demi de mademoiselle Erickson pour avoir observé une fois ou l'autre le vol en piqué. Elle a expliqué très bien comment ça fonctionnait. Et vous voyez que c'est très impressionnant de voir comment les orchidées peuvent réussir à se féconder en décryptant en quelque sorte les modalités de fonctionnement des insectes. Tout se passe dans ces 2 cas de figure comme si la plante était la plus maligne. Elle se déguise en insecte. Elle trompe l'insecte. Elle le leurre par un leurre. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fabrique des phéromones et que ce sont ces phéromones qui attirent l'insecte et pas le leurre physique que nous voyons, nous. Car l'insecte, il ne voit pas le leurre. Il sent la phéromone et il arrive attiré par la phéromone. Et c'est seulement quand il atterrit sur le pseudo-insecte que le leurre devient efficace
Parce que pour que la copulation puisse avoir lieu, c'est très subtil, il faut qu'il reconnaisse la manière dont les poils sont disposés sur le dos de l'insecte, de telle manière que le leurre dispose sur lui-même les poils de la même manière que l'insecte les dispose sur lui-même, sur sa femelle. Et alors, quand il a le contact, la pollinisation peut avoir lieu, la copulation peut avoir lieu. Donc, l'insecte ne marche pas comme nous. Nous, ce que nous voyons, c'est le leurre. L'insecte, c'est l'odeur qu'il ressent. Et le leurre ne va lui servir que tout à la fin du processus, quand il arrive dessus et qu'il le reconnaît au toucher. Parce que les insectes n'ont pas une très bonne vue, en tout cas pas une bonne vue de loin, mais ils reconnaissent le leurre au toucher. Voilà deux exemples où il y a, me semble-t-il, de l'intelligence dans la nature. On pourrait en trouver beaucoup d'autres, mais maintenant nous allons entendre parler des animaux qui sont encore bien plus intelligents que nous. Je craignais que Jean-Marie Pelt parle de biologie végétale, et finalement, il n'a fait que parler de sexualité. Si c'est ça l'intelligence, je suis d'accord. Alors, je vais essayer de continuer un peu le raisonnement, parce qu'on avait dit avec Jean-Marie Pelt, on va essayer c'est lui qui parlera le premier, pour essayer de comprendre l'ordre de la nature. Alors maintenant, on va continuer avec les insectes. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire de l'Empis, qui est une sorte de de moustique, qui lui aussi courtise sa moustique. On ne peut pas dire sa moustiquaire, ça. et il est obligé, lorsqu'il est motivé pour la sexualité, lorsque ses hormones, sous l'effet écologique d'ailleurs, le stimulent, il y a une sécrétion hormonale. Donc là, il y a une sorte de fusion, de réponse entre les gonades du moustique et la stimulation écologique. Et lorsque les gonades arrivent à maturité, il se dit « Oh, vain Dieu, la belle moustiquaire !» Mais vous savez comment sont les femelles, il faut leur offrir un cadeau. Alors, il attrape un petit puceron et il sécrète un cocon, une petite soie autour du puceron, et il s'arrange pour laisser un pertuis de façon à ce que la femelle voie le puceron autour de l'emballage cadeau. Et la femelle est 100 fois plus grosse que le mâle, si bien que si le mâle ne fait pas de cadeau, la femelle le gobe. Donc il a intérêt à faire un cadeau. Et il a intérêt à faire un beau paquet, à bien l'empaqueter avec une technique parfaite, de façon à ce qu'elle le voie, et de façon à ce qu'avec ses 6 petites pattes, elle puisse écarter le cocon pour arriver au puceron qui est au fond d'un tunnel, et pendant ce temps, le mâle en profite. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale chez les moustiques, mais vous allez voir que tout à l'heure, on va très vite arriver à la morale quand même. Alors, les moustiques, donc, sont obligés d'offrir des cadeaux alimentaires pour séduire leurs femelles. D'ailleurs, je pense que nous, hommes, quand on invite une femme au restaurant, c'est pas pour lui filer des glucides, des lipides, général. Alors, donc, c'est pas pour des raisons purement biologiques. Alors, est-ce que c'est une forme d'intelligence ? Ça traite des informations, ça répond, c'est complexe, c'est coordonné, c'est orienté, c'est pas du tout le hasard. Et quand un homme admirable comme Lévi-Strauss dit avant l'inceste, l'interdit de l'inceste et avant la parole, c'est le chaos, pour un biologiste ou pour un éthologue, c'est une phrase très très étonnante, ce qui n'amoindrit pas du tout la pensée de Lévi-Strauss. Mais là, quand même, on ne peut pas entendre une phrase pareille parce que, bien sûr, la parole, bien sûr, l'interdit de l'inceste donne l'impulsion à la structuration sociale. Bien sûr, la parole crée un autre monde, mais avant ce monde humain, c'est déjà très structuré, très organisé. Est-ce que c'est une forme d'intelligence ? Alors, le mot inconscient existait bien avant Freud, et c'était les zoologues qui l'employaient.
il disait les animaux comprennent des tas de choses, mais ils ne comprennent pas qu'ils comprennent. Donc c'est inconscient. Et dans l'Autriche de Papa Freud quand il était enfant, c'est-à-dire vers 1850-1870, Das Unbewusst, l'insu, Das Unbewusst, régnait dans le monde de la science de cette époque-là en Autriche. Donc Freud avait forcément entendu ce concept, et lui, il l'a récupéré et il l'a chargé d'un sens qui est le nôtre aujourd'hui quand on emploie le mot inconscient. Mais ça a d'abord été employé pour parler de l'intelligence animale. Ils comprennent des tas de choses, mais ils ne comprennent pas qu'ils comprennent. Alors, est-ce que, donc, lampisme, mon copain moustique, admettons qu'il traite des informations et qu'il se contente d'y répondre pour arriver à une action ordonnée et finalisée. Bon, admettons que ce soit comme ça. Lorsque vous irez observer les martins pêcheurs ou les sternes, c'est-à-dire les hirondelles de mer, qui deviennent noires sous l'effet de l'écologie, encore, elles ont un capuchon blanc l'hiver, mais sous l'effet de l'augmentation des rayons du soleil, leurs plumes passent au noir sous l'effet des hormones, et elles ont un capuchon noir. Et quand vous verrez que les sternes ont un capuchon noir, vous pouvez être sûr qu'il fera beau. C'est-à-dire qu'elles annoncent le beau temps avant la météo. Est-ce que c'est une forme d'intelligence? Alors le mâle, sterne, lui, il a une autre technique. Il a une technique de chasse parce qu'il doit attraper un poisson pour l'offrir à la femelle s'il veut que la femelle se synchronise. Alors est-ce que j'ai le droit de dire désir pour un sterne? Je ne sais pas. Alors on va dire motivation sexuelle pour faire croire qu'on est scientifique. Mais ça veut dire quand même... Alors est-ce qu'il a une idée en tête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a une action coordonnée. Donc il vole, et puis tout d'un coup, il voit un poisson. Et il plonge, écoutez bien, directement sur le poisson. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Il y a quand même la diffraction de l'eau. Or, il n'a pas plongé sur l'image diffractée du poisson. Il a plongé sur le poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est un grand physicien et qu'il connaît les lois de la diffraction, du passage d'une image, d'une information visuelle de l'eau à l'air? Est-ce qu'il est capable de faire le calcul? Alors, on peut très bien arriver, si on conclut trop tôt, on va dire que c'est un grand physicien. Et si, par malheur, on fréquente un ophtalmologue, il va nous dire, eh bien, le sterne a une lentille si molle qu'il plonge sur l'image, mais quand il cogne l'eau, comme un plongeur, comme nous quand on plonge dans l'eau, on se raidit, et à ce moment-là, la lentille s'adapte instantanément au traitement de l'information sous l'eau, et il arrive directement sur le poisson. Cruelle déception, ce n'est pas un grand physicien, c'est son corps qui a résolu le problème pour lui. Ce qui n'empêche que les sternes, les goélands, alors là je retrouve la stratégie de tout le monde vivant, le sterne ressort avec un poisson dans son bec, ou le goéland. Les goélands ne plongent pas sous l'eau, enfin ils mettent la tête sous l'eau mais ils ne plongent pas très loin. Ce qui n'empêche que quand ils ressortent avec un poisson, quand ils sont motivés pour la sexualité, parce que l'écologie, leur développement, etc., ils sont motivés pour la sexualité, ils voient une belle sterne ou une belle goélande, et ils se disent, parce qu'ils pensent forcément, ils disent « Oh là là, vint Dieu la belle sterne », et ils apportent le poisson à la sterne. Seulement, et ils lui offrent, s'ils approchent sans poisson dans le bec, la femelle considère que c'est une agression, et elle se défend, elle attaque le mâle. Mais si le mâle arrive avec un poisson en travers de son bec, elle dit « Tiens, il m'invite au restaurant, c'est intéressant ». Et alors à ce moment-là, si elle est motivée pour la sexualité, elle prend le poisson. Et alors là, attention, si elle prend le poisson dans ce sens et qu'elle l'avale, ça veut dire qu'elle a considéré que le poisson était un poisson et que le mâle peut aller se faire cuire un œuf. Mais si elle prend le poisson par le travers de son bec, elle ne l'avale pas. Ça veut dire qu'elle considère que le poisson n'est pas un poisson, mais c'est un aliment qui signifie, c'est un aliment qui, lorsqu'elle le tient en travers de son bec, permet, j'allais dire autorise, permet au mâle de passer à la séquence suivante du comportement jusqu'à plus si affinité. C'est-à-dire que si elle tient le poisson en travers, le poisson ne signifie pas la même chose que le poisson comme ça. Je soulignais
le mot signifier. Alors là, on n'est plus tout à fait dans la biologie, puisque le même objet peut avoir des significations différentes s'il est comme ça ou s'il est comme ça. On n'est pas encore dans le signe humain, mais on est déjà très, très au-dessus du stimulus-réponse. C'est-à-dire que l'individu goéland femelle traite une information, l'adapte à sa motivation interne et répond, organise sa réponse afin de synchroniser son acceptation sexuelle avec la motivation sexuelle du mâle ou au contraire son refus sexuel. Donc là, on commence déjà à échapper à la biologie et déjà on commence à, alors j'ose pas dire prendre un peu de liberté biologique, mais ce qui est sûr, c'est que l'individu, j'ai pas dit personne, l'individu goéland traite une information et l'adapte à son monde intime. Alors on chemine un peu vers l'intelligence. Pour les martins-pêcheurs, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que lorsqu'un martin-pêcheur est motivé pour la sexualité, il ramasse des bouts de verre, des bouts de fruits rouges, verts, jaunes, et d'abord il voit une femelle, alors il arrive avec son bout de verre, et puis hop, il pose un bout de verre là, un bout de verre vert, un bout de verre rouge, puis un bout de verre jaune, et puis un fruit vert, et puis un fruit rouge, et puis la femelle regarde ça, elle suit, et comme ça, il arrive et il la pousse au nid. Il la pousse au nid. C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous allez entendre là quand même. Alors là, ça se complique, c'est-à-dire que là, c'est vraiment très, très au-dessus de stimulus-réponse. C'est vraiment très au-dessus du réflexe simple. On peut déjà plus employer le mot réflexe. On peut peut-être parler d'une forme de traitement d'information, ça à coup sûr, que certains peuvent peut-être appeler un début, une forme d'intelligence. Mais lorsqu'on vieillit, lorsqu'on se complexifie dans le monde vivant et qu'on arrive à avoir un système nerveux, le système nerveux capable de faire revenir une information qui n'est pas là, une représentation. Alors là, ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'un être vivant, animal, très simple, une sangsue de mer avec 20 000 neurones peut faire une biographie de sangsue de mer tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'elle ne s'ennuie jamais, elle répond à des stimulations d'humidité, d'alimentation, elle monte, elle descend. C'est une vie de sangsue de mer. 20 000 neurones, c'est pas beaucoup. Et elle peut déjà faire revenir une information qui n'est pas là. C'est donc, elle peut répondre à quelque chose qui n'est pas perçu dans son contexte immédiat. Alors là, c'est déjà quelque chose de complexe. Elle répond à quelque chose qui est dans sa tête, dans son ganglion cérébral, et qui n'est pas dans son contexte. Elle répond à une information passée, mais emmagasinée là-dedans, dans un petit ganglion de 20 000 neurones seulement. Alors, les oiseaux font des performances bien supérieures parce que chez les oiseaux arrive le lobe préfrontal, c'est-à-dire que les oiseaux peuvent non seulement accumuler et répondre à une expérience passée, mais ils peuvent en plus répondre à quelque chose qu'ils anticipent et dont le socle neurologique se trouve dans le lobe préfrontal. Alors là, déjà chez les oiseaux, on répond à des scénarios comportementaux finalisés pour quelque chose qui n'est pas du tout perçu, qui a été perçu dans le passé et auquel on répond, ou qui est anticipé. J'ose pas dire imaginer, mais j'hésite entre les deux mots. Alors maintenant, on arrive dans les mammifères supérieurs. Pendant les 6 heures qui me restent à parler avant qu'on puisse échanger à tous les deux, on arrive dans les mammifères supérieurs. Alors là, on a un lobe préfrontal comme ça, on a un circuit limbique de la mémoire des émotions énorme, et on a des lobes préfrontaux qui nous permettent, alors là, peut-être d'imaginer. Et on constate que chez les chiens, les chats, les mammifères supérieurs, qui peuvent apprendre beaucoup de choses, ils peuvent aussi prendre l'initiative de tas de comportements. Ils peuvent alors décider de sortir, par exemple, ou de se mettre devant le frigidaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce que le frigidaire, pour eux, c'est un organe, c'est un lieu signifiant. Tout à l'heure, je parlais des poissons signifiants, mais alors là, maintenant, le frigidaire, pour un animal humanisé, c'est un lieu signifiant. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit le maître adoré, il pointe du museau en direction du maître adoré, puis il pointe du museau en direction du frigidaire, puis vers le maître adoré, puis vers le frigidaire. Et le maître adoré, qui a un lobe préfrontal encore plus gros que le chien,
le maître adoré ouvre la porte du frigidaire. Donc ça veut dire que déjà, il y a un scénario comportemental anticipatoire de moi, chien, qui permet de manipuler le monde mental de mon maître adoré. Alors là, ça devient encore plus compliqué. C'est-à-dire que déjà, c'est un monde intermental. Moi, chien, j'ai répondu à quelque chose que je me représente parce que je ne m'oriente pas sur le frigidaire. Je suis chien, mais je ne suis pas idiot. Je m'oriente sur ce qui est dans le frigidaire. Et comme j'ai compris, alors que je ne perçois pas l'odeur de la viande qui est dans le frigidaire, mais je sais, je me rappelle que quand on ouvre le frigidaire, il y a dedans des choses intéressantes que je ne renifle pas, mais que je me représente. Et j'agis sur le monde mental du maître pour que lui ouvre la porte que moi, chien, je ne sais pas ouvrir. Donc déjà, on n'est pas stimulus-réponse, encore moins. Là, je suis anticipation, je réponds à une anticipation. Je sais quel est le lieu signifiant que je ne perçois pas, puisque une odeur de frigidaire, j'imagine, dans un monde de chien, ne doit pas être bouleversante. Mais en revanche, j'agis sur le monde mental pour répondre dans un monde, alors là, de représentation. Et puis, lorsque on vieillit, alors les sont humanisés eux aussi, parce que les chats dans un monde interchat miaulent presque pas. Ils ronronnent presque pas. Ils ronronnent quand ils sont petits, arrive la puberté, hop, c'est fini, ils font leur boulot d'adulte, ils ne ronronnent plus. Mais dans un monde, et puis ils jouent assez peu, ils jouent pour apprendre dans un monde interchat, mais dès qu'ils sont dans un monde avec humanisé, alors là, ils ronronnent toute leur vie, même les chats âgés continuent à ronronner, parce que c'est le comportement d'un petit, et qu'ils ont compris que dans un monde de chats, les humains nous maternent tout le temps. D'ailleurs, Rémi Chauvin, qui vient souvent dans ces réunions, il est là. Rémi Chauvin dit que, en fait, le monde est gouverné par les chats qui nous font construire des maisons et qui nous envoient des ondes pour faire construire des maisons avec des radiateurs pour s'installer dessus. Je pense qu'il a raison. Alors, maintenant, on va vieillir. On arrive maintenant au monde des primates non humains. Et bien sûr, ce qui était déjà compliqué chez les ampistes se complique encore plus quand on arrive au monde des singes. C'est-à-dire que là, on peut, déjà quand je suis mammifère supérieur, je peux gouverner le monde mental d'un être d'attachement. Mais alors là, quand je suis singe, je fais des performances encore plus compliquées. C'est-à-dire que, alors là, l'expérience a été faite, en schématisant, c'est la suivante. Je suis le singe, et puis là, il y a des barreaux, je suis un chimpanzé, il y a des barreaux, et arrivent 2 salariés CNRS. Alors, il y a un salarié, et là, il y a des grains de raisin, un paquet de grains de raisin. Et puis, le premier salarié CNRS arrive, il prend un grain de raisin, il le mange, un autre grain de raisin, il me le donne, un grain de raisin, il le mange, un grain de raisin, il le donne. Et puis, il s'en va. Arrive un deuxième salarié CNRS qui, lui, prend les grains de raisin et il les boulotte sans m'en donner. Et puis ensuite, les grains de raisin sont répartis, on va dire, sous 20 bols, peut-être, on va dire comme ça, 20 bols, et le singe sait sous quel bol il y a les grains de raisin. Mais les salariés CNRS, eux, ils ne le savent pas. Et ils arrivent, et lorsque le salarié partageur arrive, le singe se met à l'orienter comme une sorte de jeu du chauffe, tu refroidis. Alors il pousse des cris, et puis il agite les 4 membres, les orteils, il pointe du menton, il pousse des cris, ce qui fait que le salarié CNRS partageur trouve, on va dire dans 75% ou 80%, je ne me rappelle pas très bien, mais très souvent, il soulève le bol qui contient les grains de raisin, c'est-à-dire que le singe a gouverné le monde mental du salarié partageur, il a orienté sur le bol qui contient les grains de raisin. Et quand arrive, contre-expérience, quand arrive le salarié non partageur, le singe sait que l'autre va tout boulotter, le singe sait sous quel bol il y a les grains de raisin. Alors là, et le salarié non partageur trouve le bol selon les lois du hasard. Ce qui veut dire que là, le singe, on peut commencer à parler d'intentionnalité. C'est-à-dire que là, le singe, intentionnellement, a gouverné l'un et a essayé d'éviter de gouverner l'autre. Donc là, on commence à s'approcher de l'intersubjectivité, c'est-à-dire que
Être ensemble, c'est déjà nos deux mondes mentaux qui vont interagir. Ce n'est pas seulement les comportements seront l'expression d'un monde mental. C'est-à-dire que là, ces deux mondes mentaux d'un homme et d'un non-homme, d'un primate non humain, qui vont interagir pour réaliser des performances plus ou moins réussies. Ce qui veut dire aussi que si un singe est capable d'orienter, il est capable de mentir. Et s'il ment, ça veut dire qu'il est capable, alors là, vraiment, intentionnellement, de gouverner l'autre. On n'est pas encore dans la parole. Alors là, je crois qu'on peut parler clairement d'intelligence. C'est-à-dire que là, l'intelligence, moi, singe, je comprends des tas de problèmes, j'agence les informations, je me représente quelque chose qui n'est totalement par là, et qui n'est pas là, qui est absent du milieu, et je réponds à ce que je me représente. C'est une performance intellectuelle. Alors là, clairement, je crois que là, on est vraiment tranquille, on peut employer le mot intelligence, mais c'est une intelligence préverbale. Et pourtant, j'ai répondu, moi, singe, j'ai fait une performance intellectuelle, j'ai résolu des problèmes, un problème. Ce qui veut dire aussi que ces singes-là, ou ces animaux-là, ces mammifères supérieurs, sont capables d'empathie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se mettre à la place d'un autre, puisqu'ils peuvent se représenter le monde mental d'un autre pour le gouverner. Donc ils peuvent se mettre à la place d'un autre, ce qui explique les comportements de solidarité, d'entraide, de panique lorsqu'un animal est blessé ou lorsqu'un animal est malade, ou de désorganisation du groupe, lorsqu'un membre du groupe meurt. Alors là, on est vraiment dans l'intelligence. On est non seulement dans l'intelligence interindividuelle, mais aussi on est dans la structure du groupe et dans l'intelligence peut-être collective. Mais on traite des informations et là, on échappe totalement à la biologie pour répondre à quelque chose que le singe, le mammifère supérieur et l'homme ont créé. Alors l'empathie, c'est certainement l'aptitude biologique, le point de départ, le fondement de la morale. C'est-à-dire que je ne peux pas voir quelqu'un, un être d'attachement, souffrir sans être personnellement touché, puisque je me représente son monde, je partage son monde, je ne peux pas, s'il souffre, m'en foutre complètement. On est liés par quelque chose que j'ai appris, qu'il a appris, on a partagé, on s'est développé dans le même milieu écologique, dans le même territoire, on a partagé des aliments, des conflits, on a été en dispute, on a été en entraide, en solidarité. Là, il y a quelque chose qui se structure non seulement entre deux individus, mais dans le groupe. Donc, il va apparaître des cultures, la transmission d'informations totalement absentes, des traditions. Il y a des groupes de singes qui apprennent à laver les patates, ça c'est une expérience classique, mais il y a des groupes de singes qui apprennent à traiter, à résoudre des problèmes sociaux. Alors là, je crois qu'on peut employer l'expression de culture et de début de problèmes sociaux. C'est une sociologie de singes, mais c'est une sociologie. Alors, là, maintenant, on arrive au miroir. Alors là, quand on arrive au miroir, déjà Gallup, on dit que c'est Gallup, mais j'ai lu des observations, déjà le problème du miroir se posait avant Gallup, mais l'expérimentation a été faite par lui, même si Henri Vallon et d'autres chercheurs avaient fait l'hypothèse avant, mais c'est lui qui a fait l'expérimentation la plus démonstrative et la plus élégante. Et c'est-à-dire que lorsqu'on met un singe face à un miroir, dans un premier temps, le singe ne comprend pas très bien ce que c'est que ce type-là qui est en face. Alors si c'est un macaque, par exemple, ce que j'ai eu l'occasion de voir, le macaque est mis dans un tunnel, donc il ne peut qu'avancer ou reculer. Mais à une extrémité du tunnel, il y a un miroir. Alors il est un peu inquiet, il n'est pas chez lui, il n'est pas très à l'aise, et puis il avance et il voit un gars en face de lui, un macaque en face de lui. Hop, prend une posture de soumission. Et puis il voit que le gars en face prend une posture de soumission. Alors il prend une posture de domination. Et puis il voit que le gars prend une posture de domination. Il prend vite une posture de soumission. Et puis finalement il fait ça, puis finalement il fait une crise de nerfs, il attrape les parois parce qu'il n'arrive pas à se coordonner. Le rituel d'interaction n'a pas pu se mettre en place, étant donné que l'autre dans le miroir fait exactement la même chose que lui. Donc il ne peut pas y avoir de synchronisation. Et là on s'approche de l'homme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que lorsque, avec nos enfants, on observe le même développement, les mêmes apprentissages. C'est-à-dire qu'en quelques mois, nos enfants repassent par le schéma que je viens de résumer un peu rapidement.
C'est-à-dire que toute cette manière de traiter les informations et de mettre en place un processus d'intelligence, on l'observe chez nos enfants. D'abord, ils perçoivent l'odeur, la brillance, tout de suite après la naissance, les basses fréquences de la voix. Ils perçoivent des informations et ils répondent. Ils les traitent, c'est déjà un monde structuré dès la fin de la grossesse, dès les dernières semaines de la grossesse, c'est déjà un monde structuré. Mais c'est un monde structuré par la sensorialité. Et ensuite, ce monde, les informations se complexifient. À 2 mois, 3 mois, il perçoit le visage de sa mère et différencie ce visage de tout autre visage. Et puis, 1 mois plus tard, il perçoit le visage de son père et il le différencie de tout autre visage. La manipulation est facile. Une pyramide de télévision passe des cassettes avec différents visages. Et ensuite, on filme, on observe. C'est Scaniat Schoenen qui a fait ça la première fois. On observe la direction du regard du bébé. Et on constate qu'à 1 mois, il regarde au hasard. Mais dès le 2e mois, si la cassette qui représente le visage de sa mère est là, il regarde préférentiellement en direction de la télévision qui montre la cassette du visage de sa mère. Si la cassette est là, il regarde là. Donc c'est déjà pas une stimulus-réponse, c'est déjà une figure, c'est-à-dire une représentation, une gestalt. C'est déjà une représentation organisée, complexe. Un visage, c'est complexe, un visage. Ce n'est pas une perception élémentaire. C'est déjà un début, une perception qui alimente une représentation. C'est-à-dire que nos enfants, dès l'âge de 2 mois, arrivent à répondre. Et puis, quand ils vieillissent, eux aussi, ils arrivent au stade du miroir, ils arrivent à se représenter. Eux, ils mettent très longtemps avant de comprendre que c'est eux dans le miroir. Exactement, et je refais la même expérience que Gallup, c'est-à-dire qu'avec des enfants sans famille, j'ai joué, en jouant avec eux, je leur fais une tache de Nutella sur la joue, et puis ensuite, je leur donne un miroir. Et on constate qu'avant 6-8 mois, ils s'orientent vers le miroir, et les enfants abandonnés lèchent le miroir. Or, un enfant qui a été entouré d'affection avec une famille ou quelqu'un qui joue le rôle de la famille, c'est très rapidement renverse l'image, c'est-à-dire que c'est un traitement mathématique. L'image virtuelle, il l'aperçoit, il comprend que c'est une image virtuelle, il la traduit en espace réel et il met la main sur sa joue pour lécher la plaque de Nutella. Or, Gallup, c'est lui qui a fait cette première expérience avec une tache de peinture. Mais je n'ai pas osé peindre les enfants, vous savez comment sont les mères. Donc, en revanche, une tache de Nutella, tout le monde a accepté. Et alors, on arrive là, maintenant, on a 20 mois, et on arrive là à une forme d'intelligence sublime qui est l'apparition de notre propre parole. Et alors là, on garde l'intelligence qu'on partage avec les animaux, qu'on partage avec le monde vivant. On partage cette même forme de traitement de l'information, de représentation que je vous ai résumée, mais là, on passe la convention du signe. Et là, on tombe en plein arbitraire. Le signe est arbitraire. C'est nous qui décidons de ce qui fait signe. Et dès l'instant où on est 2, on peut inventer des mots. Et là, c'est la merveille, parce qu'on peut faire des récits, on peut faire des poésies, on peut faire de l'histoire. Et c'est en même temps l'horreur, parce qu'on peut faire des théories, certaines absurdes et certaines criminelles, auxquelles on répond encore plus intensément que si elles étaient vraies. Voilà les 2-3 idées que je voulais proposer pour parler d'autre chose que la sexualité. Mais on peut parler quand même de la sexualité. Alors, normalement, il faut qu'on parle. Alors, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Vous avez dit « le pape se trompe ». Oui, ça arrive, oui. Donc, ça veut dire qu'il pense. Non, mais c'est une grande découverte. Et l'idée qu'on échangeait, qu'on commençait à échanger tout à l'heure, c'est que dans le stéréotype culturel, on dit les scientifiques apportent des certitudes, accordez vos violons, vous scientifiques, et dites-nous où est le vrai. Or, ce qu'on constate, c'est que les scientifiques ne sont pas des apporteurs de certitudes, et qu'au contraire, ce sont des poseurs de questions, et que plus on donne la parole aux scientifiques,
plus on provoque l'incertitude. Et c'est ça qui est passionnant. Parce que j'avais quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Paul Sivadon, qui était professeur de psychiatrie, et qui disait « Il n'y a rien de tel pour arrêter la pensée qu'une explication trop claire. » Et il ajoutait « C'est pour ça que je prends toujours un lacanien dans mon service. » Et c'est vrai qu'une pensée claire, si par malheur la pensée est trop claire, elle arrête la pensée. Ça se transforme en récitation. Alors, c'est une fonction importante. Si on a la même récitation, on va appartenir au même monde, on va s'aimer, on ne sera pas en guerre puisqu'on appartient au même monde. Mais est-ce que cette récitation découpe un morceau de réel? C'est-à-dire que même si cette récitation est stupide, elle aura quand même un effet. On va s'aimer, on va être ensemble. Et si mais ça ne désigne peut-être ça désigne un bout de réel, peut-être c'est un délire complet. Et si on adhère au même délire, cette théorie absurde aura quand même un effet. Et ça pourra même avoir un effet tragique oui. Parce qu'on pourra partir en guerre au nom d'un délire. C'est ce qui arrive souvent. Oui. C'est en fait une part importante de l'histoire de l'humanité que ce type de délire, quand ils deviennent collectifs et qu'ils abattent toute personne. Je crois que c'est Edgar Morin qui a dû écrire à quelque part l'intelligence humaine est une fuite dans les conduits et dans les canaux de l'intelligence de la nature. Je trouve que c'est une très très belle phrase parce que c'est tout à fait ça. Il y a un moment donné où il y a une émergence qui se produit. Vous avez fait toute une chronologie de la montée en puissance en quelque sorte de l'intelligence de la nature et au niveau de l'homme, à un moment donné, ça explose. Alors, il ne faut pas que ça explose n'importe comment et dans tous les sens, c'est-à-dire que nous pouvons faire le pire ou le meilleur. C'est ça, la merveille ou l'horreur. Oui. C'est la merveille, ça peut être la merveille aussi. Oui. On en a fait. Mais on a fait des horreurs aussi. Et je pense que c'est probablement parce que l'intelligence humaine a rompu les amarres avec les canaux dont parle Edgar Morin, c'est-à-dire l'intelligence de la nature. Oui. Donc nous, on peut délirer. Les animaux peuvent avoir des hallucinations. Ils peuvent être confus, ils peuvent se tromper, se leurrer. Alors ça, on parlera du leurre tout à l'heure, parce que là, c'est important pour le monde vivant, le leurre, la fonction du leurre. C'est passionnant, ça. Mais en revanche, nous, on a non seulement les leurres animaux, mais en plus, on a les leurres humains qu'on peut s'infliger avec nos mots. Parce qu'on peut inventer quelque chose de totalement absurde qui va nous faire partir en guerre avec la plus grande joie, la plus grande conviction. C'est parce qu'on est coupé notre forme d'intelligence, l'intelligence humaine, l'intelligence qui ne serait que humaine. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on peut discuter. Hein. Mais nous coupe de ces canaux. C'est-à-dire que les animaux ne peuvent pas délirer. Ils ne peuvent pas répondre à une représentation délirante, une représentation théorique coupée. Ils peuvent se tromper, ils peuvent être confus, ils peuvent halluciner. Par exemple, je travaille avec des vétérinaires qui, quand on travaillait avec des gens dans les laboratoires, ils nous disaient il n'y a pas de modèle d'Alzheimer animal. Il n'y a pas de maladie d'Alzheimer chez les animaux. Alors, dans la nature, on peut admettre ça, parce que s'il y a une défaillance, si un animal commence à maltraiter les informations dans la nature, son espérance de vie devient très très brève. Dans un laboratoire, c'est un peu la même chose. Mais quand les animaux sont humanisés, vous allez dans tous les appartements à côté et vous verrez des tas d'animaux qui ont des comportements d'Alzheimer. Non seulement ils ont des plaques amyloïdes comme les Alzheimer, mais ils ont des hallucinations, ils se trompent dans l'espace et dans le temps, ils ne retrouvent plus la porte d'entrée quand ils sont sortis, ils veulent rentrer par la fenêtre ou sortir par la fenêtre, ils peuvent être confus, ils ont des hallucinations, ils attaquent le vide, et puis tout d'un coup ils sont désemparés, ils se calment, puis ils réattaquent le vide, où ils ont des comportements de crainte ou de soumission devant quelque chose que nous on ne voit pas, donc, mais que eux voient peut-être quand même. Donc ils ont des hallucinations. Quand Michel Foucault disait il ne peut pas y avoir de folie chez les animaux, c'est parce qu'il n'avait jamais posé la question à un éthologue. Mais en revanche, il peut peut-être pas y avoir, il n'y a pas de délire verbal chez un animal. Là, parce que eux restent dans les canaux de communication proposés par la nature. Mais donc, ça leur permet quand même de s'être adaptés au réel.
On a découvert il y a peu de temps un processus de communication, de symbiose entre les plantes qui est très extraordinaire. On a vu tout à l'heure, je l'ai vu en partie, le film qui a été présenté sur la forêt, et on a vu le rôle des rhizosphères, c'est-à-dire ces champignons, des champignons qui aident les racines à puiser dans le sol les éléments minéraux dont la plante a besoin. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, elle allonge le bras de la racine pour que la racine puisse aller plus loin et capter dans le sol les éléments minéraux qui sont nécessaires à l'arbre. Alors ça, on le connaît depuis très longtemps, c'est une vieille histoire qui remonte à la fin du XIXe siècle. Mais on a repéré que ces champignons étaient capables de mettre en rapport des racines entre elles d'arbres différents. Et que lorsque un arbre était puissant et qu'il faisait de l'ombre à son voisin est condamné par la compétition biologique qui s'ensuit. Sauf si, dans le sol, les champignons ont fait un réseau tel que la nourriture que fabrique l'un puisse passer dans le misérable pauvre malheureux qui n'a pas de nourriture du tout. Et il y a donc, mais ici sans volonté, par des phénomènes d'osmose probablement, il y a donc une entraide entre un arbre puissant et un arbre chétif que le puissant est censé tuer, mais qu'il sauve à la dernière minute grâce à la médiation d'un champignon. Et ça a été montré il y a 2-3 ans, c'est tout à fait récent, c'est des travaux qui sont confirmés et qui sont récents et qui montrent des types de relations symbiotiques qu'on ne connaissait pas du tout. C'est ça. Ce qu'on est peut-être en train de soulever comme problème, c'est que finalement, le monde vivant est intelligent. Le monde vivant est intelligent. Sinon, il ne serait pas vivant. Oui. Le monde vivant est intelligent. Les plantes sont intelligentes aussi parce que on pourrait se poser la question comment ça se fait qu'il y a des plantes puisqu'il y a tant d'animaux qui les mangent. Donc à un moment donné, il ne devrait plus y avoir de plantes. Et comme les animaux les mangent, il ne devrait plus y avoir d'animaux non plus. Donc la vie aurait dû s'arrêter. Logiquement, la vie, elle est faite pour s'arrêter. Mais on sait maintenant qu'en fait, les plantes se défendent avec beaucoup d'astuces contre la dent des animaux. Le tabac est très à la mode en ce moment. Alors, dans le tabac, il y a de la nicotine. Mais il n'y a pas beaucoup de nicotine dans le tabac. Il n'y a de la nicotine dans le tabac que quand une bestiole vient brouter le tabac. Dès que la bestiole broute le tabac, une information passe des feuilles broutées à la racine qui se met à fabriquer immédiatement la nicotine qui est emmenée vers le haut et qui passe dans les feuilles. Et la bestiole se sauve parce que les quantités de nicotine sont telles que le tabac devient extrêmement amer et que l'amertume est généralement le goût qui fait fuir l'animal. Et on a alors la belle histoire des koudous qui est intéressante comme tout. Ce sont les antilopes qui mangent les feuilles d'acacia. Alors elles broutent les feuilles d'acacia, mais elles ne broutent pas l'acacia complètement. Il y a toujours des feuilles d'acacia qui restent. Alors c'est le contraire du petit garçon à qui on dit « finis ton assiette ». Ils ne finissent jamais l'assiette. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils broutent, l'acacia trouve ça très désagréable et fabrique des tanins qui sont incomestibles. Et tout d'un coup, c'est plus bon à brouter. Alors, l'animal, l'antilope, va sur un autre acacia. Et on a été très frappé de voir qu'il ne va pas sur l'acacia qui est à côté. Il va sur un acacia qui est plus lointain. C'est parce que l'acacia brouté a émis un gaz qui a informé l'acacia d'à côté en lui disant « Attention, les brouteurs sont là, débrouille-toi pour te défendre ». Et l'acacia d'à côté fait des quantités de tanins sans avoir été brouté du tout. C'est-à-dire qu'il s'est défendu par une information qui est venue de l'acacia brouté vers celui qui allait peut-être être brouté, mais qui ne le sera pas. Et le brouteur va plus loin. Et ça explique le côté un petit peu négligent de la prédation. On le voit très très bien quand on voit des vaches que l'on met dans un champ où il y a de la belle herbe.
elle tourne un peu à droite, elle tourne un peu à gauche, elle tourne un peu par-ci, elle tourne un peu par-là. Elle n'avance pas comme des bulldozers, jamais. Ça se fait toujours pratiquement au hasard, parce que très très vite, si elle est trop broutée, l'herbe se défend en fabriquant toutes sortes de produits. Il n'y a pas que les tanins, il n'y a pas que la nicotine, il y a beaucoup d'autres produits qui sont totalement dissuasifs pour le brouteur. Alors ce qui est très dangereux, c'est que ce cas de figure se produise dans une ferme où il y a des fils de fer et où les antilopes ne peuvent pas aller loin. Alors si elles ne peuvent pas aller loin pour brouter, il faut qu'elles broutent près. Et là, elles sont condamnées, les malheureuses, à brouter des arbres qui contiennent déjà les tanins. Alors elles meurent, et elles meurent avec l'estomac tout plein. Elles ont mangé ce qui ne leur convenait pas, elles n'avaient rien d'autre à manger, et elles meurent avec l'estomac plein. Et c'est là qu'on voit aussi comment, en écologie, quand on change le milieu et que l'homme met sa marque sur le milieu, il modifie complètement les équilibres et il peut entraîner des catastrophes tout à fait inattendues qui ne se produiraient pas dans la nature où il y a de l'espace. Ce que vous dites m'intéresse beaucoup parce que ça fait penser que Darwin avait dit « nous sommes tous fondus », enfin fondus au sens être ensemble. Oui, ça, oui. Pas fusible. Les hormones. Alors, je crois que la structure chimique des hormones est la même chez les animaux, et chez les hommes, ça j'en suis certain, oui. Mais je crois aussi chez les plantes. Oui, beaucoup sont communes. Alors ça, c'est fou. Alors ça, c'est l'illustration de la phrase de Darwin, nous sommes tous fondus, parce que lorsque nos hormones sont sécrétées, alors là, c'est volontairement que j'emploie le passif, nos hormones sont sécrétées parce qu'on est agi, on est gouverné par un développement biologique qui fait qu'on sécrète des hormones quand on est bébé. Hein, les hormones mâles ne sont pas les hormones femelles. Il y a une sorte de programme de prévision, d'abac de développement des hormones. Et lorsqu'arrive la puberté, il y a une explosion hormonale. Or, lorsqu'il y a l'explosion hormonale, les garçons et les filles voient le monde autrement, parce qu'ils ne sont plus sensibles au même monde. L'explosion hormonale les a rendus sensibles à des choses qu'ils percevaient auparavant, mais qui étaient engourdies. Et sous l'effet des hormones, ils deviennent hypersensibles à ce type d'informations qu'ils percevaient avant, mais qui n'avaient pas grande signification biologique pour eux, donc ça passait au second plan. Puis tout d'un coup, là, ça prend une signification biologique pour eux, et ça arrive au premier plan. Alors bien sûr, et à ce moment-là, comme ce sont des hommes, ils raisonnent. Mais il résonne en donnant une forme verbale à ce qui est une sensation déclenchée par quelque chose de biologique. Et à ce moment-là, le garçon dit « Moi, je n'ai pas changé, mais les femmes, alors, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont changées. Les femmes, je ne les vois plus comme avant, elles sont changées, les femmes. » C'est-à-dire qu'en fait, il est plus sensible de la même manière aux femmes, et il les voit autrement, donc il est convaincu que c'est elles qui ont changé. Alors, c'est important parce que chez les animaux, il y a des phéromones. Alors là, on peut le soutenir tranquillement, puisque même certaines sont commercialisées. Et chez les hommes, certains disent qu'il y a des phéromones, d'autres disent qu'il n'y en a pas, mais il y a des expériences qui sont quand même troublantes. Par exemple, mon ami Bustani, à Caen, a refait une expérience qui est l'expérience suivante. Il prend des phéromones d'attraction et il prend sur un marché des tomates. C'est pas parfumé parce que c'est une vapeur, mais ça déclenche pas une sensation d'odeur. Et de toute façon, c'est perçu par l'organe voméronasal, c'est-à-dire c'est une sorte de tubercule qui est à la face postérieure du nez, qui disparaît chez nos embryons souvent, mais pas toujours, et qui reste à l'état vestigial. Certains disent que ça fonctionne encore, d'autres qui disent que ça fonctionne plus. Mais dans l'expérience de Bustani, il dit, voilà, certaines tomates, alors ces tomates sont moches, elles sont très moches, elles sont pourries, elles sont très chères, mais elles sont vaporisées au phéromone d'attraction. Alors qu'à côté, il y a des tomates magnifiques, très grosses, très belles, et bon marché, mais pas vaporisées. Et les dames font leur marché, et elles achètent toutes les tomates moches et chères. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous achetez ces tomates, elles trouvent toutes des arguments. Oh, parce que le vendeur est sympa, on change le vendeur, c'est toujours les tomates moches et chères qui sont achetées.
Alors, parce qu'elle trouve des raisons, mais les raisons sont là pour donner une forme verbale à une perception biologique non consciente, qui fait qu'elles sont rendues sensibles à deux types de mondes différents. Alors là, ça veut dire aussi qu'on est agi par notre biologie comme les animaux, comme le monde vivant, et qu'ensuite on se sert de nos mots pour justifier quelque chose qui n'est pas conscient, mais qu'on partage avec les animaux, le monde vivant. Alors, ce qui est extrêmement curieux, c'est que les plantes fabriquent des molécules qui sont très très proches des molécules que nous fabriquons nous et que nous fabriquons dans notre cerveau. C'est le cas de la morphine par rapport aux endorphines qui sont les molécules normales de notre cerveau. Les plantes fabriquent en quelque sorte des mimes de ces molécules-là. Et elles ont dans ce domaine une capacité d'imagination infiniment plus grande que les animaux. Elles fabriquent énormément de molécules subtiles et diverses. Et j'ai fait une expérience qui était tout à fait étonnante avec des jusquiames qui sont des plantes très toxiques. En Afghanistan, il y en avait beaucoup, des jusquiames. Et on a classé les jusquiames d'Afghanistan dans une publication. Et j'avais été très frappé de voir que la plus belle des jusquiames, et qui était aussi la plus répandue, était la plus broutée. Et je me suis demandé, mais comment diable des animaux peuvent-ils brouter une jusquiame qui est une plante effroyablement toxique, Alors on a regardé de près cette jusquiame que les animaux broutaient, alors qu'ils ne broutaient pas les autres. Eh bien, c'était une jusquiame handicapée. Et il aurait fallu la mettre dans une maison spécialisée parce qu'elle commençait tout à fait convenablement dans ses tissus la synthèse de la hyoscyamine, qui est le poison, mais la dernière opération, où il faut mettre 2 morceaux de molécules bout à bout pour faire la molécule toxique, elle l'a loupé. Il lui manquait probablement le gène. À l'époque, on ne parlait pas de gène, c'était il y a 40 ans, mais il lui manquait probablement le gène. Et elle loupait la synthèse, du coup, elle ne faisait pas d'hyoscyamine, du coup, elle n'était pas toxique, du coup, elle était broutée. Et toutes les autres, pas un animal n'y mettait les pieds. Et la plus méchante de toutes était la jusquiame pusillus, ça veut dire la petite jusquiame, qui était haute comme ça, et qui était féroce. Il y avait des quantités d'hyoscyamine tout à fait importantes dedans. Donc on voit que les plantes ont des subtilités que les animaux détectent, car les animaux, en l'occurrence, avaient bien détecté que la jusquiame reticulatus était une jusquiame qui pouvait brouter, ce que nous n'aurions pas fait, et ce que, évidemment, ne serait pas venu à l'esprit d'aucun d'entre nous de la goûter, parce que les jusquiames, ça ne se goûte pas. Dans mon métier, on goûte les plantes, mais on ne goûte pas n'importe quelle plante. Il y a certaines plantes qu'on ne goûte jamais. C'est ça qu'on appelle le langage des fleurs? C'est le langage furibond, en l'occurrence méchant des fleurs. Ah, mais oui, ça peut être aussi peuvent être méchantes voilà, aussi. C'est un langage méchant, c'est une insulte florale. Peuvent être méchantes aussi. Alors, c'est amusant ce que vous dites, parce que les animaux, il y a des toxicomanies chez les animaux. Oui. Mais il n'y a pas de dealers. Non, c'est ça. Mais il y a les toxicomanies, c'est vrai. Ils n'en font pas le commerce. Oui, c'est vrai qu'il y a les toxicomanies. Alors, l'exemple qu'on cite dans ces cas-là, c'est les loméchus, des petits insectes qui vont traire du lait de certaines fourmis. Alors là, Rémi Chauvin en parlera à coup sûr très très bien. Mais moi, j'ai vu des vaches, j'ai vu des pigeons ou des corbeaux bouler dans les sarments de vigne. Quand ils étaient brûlés, ils dégagent une odeur, et les corbeaux venaient et boulaient parce qu'ils étaient sous. Ils étaient complètement bourrés et ils étaient sous. Je travaille aussi avec des vétérinaires qui m'expliquent que pour les chiens douaniers, par exemple, qui reconnaissent l'odeur de la drogue et qui sont entraînés pour reconnaître l'odeur de la drogue. Alors là, ce qui est amusant, c'est que les pigeons répondent à des stimulus, ou les choucas, ou les animaux répondent à des stimulus et peuvent se droguer au point de désorganiser un groupe social. Mais les chiens douaniers sont humanisés, c'est-à-dire qu'ils travaillent leurs 35 heures par semaine.
C'est-à-dire parce qu'ils ont appris à travailler, puis ensuite ils arrêtent de travailler. Et après, à leurs 35 heures, ils font un chien normal, quoi. Ils rentrent chez eux, ils regardent la télé, le foot. Enfin, c'est vraiment un chien normal, quoi. Mais ça veut dire qu'ils apprennent un monde totalement différent de celui d'un chien non humanisé. Et ça veut dire aussi que ces chiens savent, ou ces animaux savent, eux, étant humanisés, savent répondre au rythme qu'on leur apprend, c'est-à-dire que pour eux, c'est une forme de biologie. Pour nous aussi, d'ailleurs, hein, parce que quand on fait le travail des 3-8, on a des maladies qui sont des maladies de désynchronisation, de désynchronisation du nictémère. Donc nous aussi, on appartient au monde vivant, au monde des animaux, mais en plus, on peut délirer et créer un autre monde. Alors j'avais envie de vous questionner sur cette fonction du leurre, parce que ce que vous nous expliquez sur les fleurs, c'est des leurres. C'est des leurres, et c'est vraiment la spécialité maison des orchidées. Et pas de n'importe quelles orchidées, d'un certain type d'orchidées. C'est pour ça qu'on en offre aux femmes? Oui, probablement. En tout cas, c'est très suggestif. Il y a certains leurres qui ont été étudiés en détail et qui sont extrêmement suggestifs. Alors, pour aller plus loin et plus pointu dans le domaine de la sexualité, les malheureux insectes qui viennent pseudo-copuler avec ces labels ne trouvent pas tout leur plaisir parce qu'ils se livrent à une sorte de masturbation. Mais il existe des orchidées australiennes qui offrent à l'insecte un orifice copulateur. Et donc la copulation n'est pas une pseudo-copulation, mais elle est une vraie copulation. Donc le leurre va encore beaucoup plus loin, là. Totalement. Moi, je pense même que c'est une super copulation. C'est peut-être parce que le leurre est certainement plus efficace que le stimulus naturel. Le stimulus naturel n'est jamais à 100%. La drogue est à 100%. Et la drogue, c'est la loi du tout ou rien. Et le fait que le stimulus naturel soit jamais à 100% permet l'évolution. Parce que si c'était 100%, oui, ça serait tout ou rien. Oui. Alors que là, alors est-ce qu'on peut parler d'un début de liberté biologique? Est-ce qu'on peut parler d'un début de... Moi, je pense qu'on peut parler d'un début de liberté biologique dans la mesure où l'animal répond préférentiellement au leurre. S'il a un leurre à côté de lui, s'il a une femelle, si une guêpe a une femelle à côté de lui et un leurre, il s'oriente de préférence vers le leurre. Donc le leurre est un super signal. Donc ça veut dire... Et puis on a aussi des orchidées, les coriandres, qui sont des orchidées d'Amérique tropicale, qui ont inventé tout le Bataclan du sadomasochisme, les chaînes, les crochets, il y a tout dedans, où l'insecte se fait d'abord piéger, comme un âne qu'il est, et puis pour s'en sortir, il tombe dans un trou, à un moment donné. Il tombe dans un trou, parce qu'il y a un produit qui l'attire, et quand il est dans le trou, il n'a plus qu'un moyen d'en sortir, c'est de passer par un tunnel. Il ne peut plus faire marche arrière. D'ailleurs, lorsqu'il est gentil, elle lui met un escabeau pour qu'il puisse monter dans le tunnel. Alors, il s'appuie l'insecte sur l'escabeau, il est dans de la flotte, il s'appuie comme ça, et sa tête ne peut rentrer que dans le tunnel. Et quand il rentre dans le tunnel en rampant, ce qui est très laborieux, tout d'un coup, il y a un crochet qui lui descend juste ici derrière la tête et qui le bloque net. Et au moment où le crochet le bloque net, l'orchidée, par un pinceau qui bouge, on a étudié ça de très très près, un pinceau qui bouge, lui met le pollen sur le dos. Et puis le crochet, il tombe en couille, excusez-moi, mais c'est pour qu'on comprenne. Et il ressort. Et alors l'insecte ressort. Et puis il va voltiger de tous les côtés. Et puis à un moment donné, il a son pollen sur le dos. Il va retomber dans le bassin de cette orchidée qui a au centre de sa fleur un bassin avec un liquide qui est très odorant. Alors il va remonter l'escabeau, il va passer, il n'y a pas de crochet, mais il y a une espèce de râpe, il se fait râper le dos, et tout le pollen reste dans la râpe, et il sort tranquillement, sans avoir été embêté, parce qu'il a rendu le pollen à une fleur, l'ayant pris à une autre fleur. C'est quand même astucieux.
Non, là, je crois qu'il faut que les enfants aillent se coucher, parce que là, Jean-Marie commence à... Mais on aurait pu continuer encore. Ah oui, c'est bien ce que je crains. C'est là ce que je crains. Parce que là, ils sont bien partis. Mais alors, juste une question. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? S'il n'y avait pas de sexe, on serait idiot. Oui, il y a plein de gens qui sont idiots et qui n'ont pas de sexe. Mais je crois qu'on peut les applaudir bien fort, parce que...